pour cette thématique des sciences et de l'environnement. Alors, je vais accueillir nos invités tout de suite. Hop, je vous rajoute. Et voilà, magnifique. Bonjour Samuel, bonjour Dimitri, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Oui, bonjour, très bien. Nickel, parfait. Alors, je vais vous présenter. Dimitri, tu es chercheur, stagiaire en hydraulique et membre aussi de Pour un réveil écologique, mais on va en parler juste après. Donc, Dimitri, tu es juste en dessous sur ce live. Et à droite, on a la chance d'avoir Samuel. Samuel, tu es élève ingénieur en 5e année à l'ENSIL et en spécialité génie de l'eau et l'environnement, mais on veut aussi en parler. Normalement, il y a Cassandra qui devrait bientôt nous rejoindre dans 5-10 minutes. Et en attendant, peut-être, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu vos parcours? Alors, qui veut commencer entre vous deux? Vas-y, je te laisse la main. Ok. Du coup, moi, c'est Dimitri, j'ai 23 ans. Donc, comme c'est indiqué sur le petit bandeau en dessous, donc je fais un stage de recherche en ce moment dans le domaine de l'hydraulique. Donc, sinon, à la base, je suis en école d'ingénieur. Donc, je suis à l'école des ponts Paris Tech, qui est une école à Paris d'ingénieurs, l'école nationale des ponts et chaussées. Pour l'intégrer, j'ai fait 3 ans de prépa au lycée Henri Wallon à Valenciennes. C'était une prépa donc avec beaucoup de maths et beaucoup de physique très intense. Et voilà. Et comme c'est aussi indiqué, donc je suis membre d'un collectif qui s'appelle Pour un réveil écologique, qui est un collectif d'étudiantes et étudiants et de jeunes diplômés. Et notre but, c'est notamment d'engager la transformation des acteurs qui sont proches des étudiantes, étudiants et jeunes diplômés, à savoir les écoles, les employeurs et la société en général, principalement. Nickel, on en reparlera juste après. À toi, Samuel, de te faire ta petite présentation, si tu veux bien. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Samuel et j'ai actuellement 22 ans et je suis en dernière année donc d'école d'ingénieur, donc à l'ENSI, donc école d'ingénieur public de Limoges, en spécialité génie de l'eau et de l'environnement. Moi, contrairement à Dimitri, avant d'intégrer une école d'ingénieur, j'ai pas fait une prépa, mais j'ai fait un DUT, donc maintenant BUT en génie de l'environnement. Et du coup, je suis actuellement en dernière année, donc à la suite, donc dans quelques mois, je vais être dans la vie active et voilà. C'est parfait. Et justement, il y a Cassandra qui vient de nous rejoindre. Attention, elle va s'afficher, elle va nous rejoindre. Bonjour Cassandra, comment vas-tu? Bonjour, ça a été un peu rapide là. Je viens juste de rentrer donc Comment tu vas? Ça va? T'es bien installé? ça va, c'est bon, nickel. Nickel, parfait. Est-ce que tu te sens prête pour te présenter et présenter un peu ton parcours depuis le bac? Pas de souci. Alors, donc je m'appelle Cassandra Worms, j'ai 22 ans. Je suis actuellement en première année de master biologie santé. J'ai fait un bac S, je fais partie des dernières à passer ce bac. Donc j'avais choisi SVT physique-chimie avec le coef en doublé. J'ai fait une licence biologie toute simple, on va dire sciences de la vie, avec une première année en LAS, donc les licences accès santé. En 3 ans, tout s'est bien passé. J'ai axé mon parcours plutôt sur de la génétique et sur donc tout ce qui est diversité des micro-organismes, etc. Et donc, me voilà en première année de master. On vient de finir la première période. Donc, les partiels arrivent bientôt. Ah, j'allais te demander justement si les partiels s'étaient bien passés, mais du coup, tu les as pas encore passés. J'ai passé un oral ce matin, enfin cet après-midi, et les partiels arrivent cette semaine. Donc, Okay. Bon, un on espère, on peu, croise les un peu doigts les pour toi. On révisions en espère ce que ça moment. s'est bien passé, l'oral. Merci. Ça marche. J'avais une première question pour toi, Samuel. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le quotidien quand on est en école d'ingé comme la tienne? Alors le quotidien, on a des cours en amphithéâtre, donc des cours magistraux. Donc il faut savoir que moi je suis dans une école d'ingénieur qui est pas généraliste. En fait, elle est découpée en plusieurs cursus.
Et donc moi, je suis dans le cursus génie de l'eau et de l'environnement, mais il y a un cursus mécatronique, matériaux, thermique industrielle, micro aliments, la thermique, que je peux faire. Et du coup, on a des cours magistraux, donc ensemble en amphi, et on a aussi des cours un petit comité en TD avec les gens de notre spécialité. Et enfin, des cours en TD, donc en petit groupe, une dizaine d'élèves. Donc après, au niveau du quotidien, on réalise pas mal de TP en laboratoire, donc on a une grosse partie chimie sur le cursus ingénieur dans lequel je suis. On a une partie terrain aussi, donc avec des projets qu'on peut avoir avec des industriels. Donc on va sur le terrain, on réalise des prélèvements, on analyse, on essaie de comprendre comment traiter au mieux les pollutions, par exemple. Et après, on a souvent des cours sur papier. C'est assez clair. Donc, il y a quand même pas mal à la fois théorie, mais à la fois aussi, il y a quand même pas mal de pratique. Et pareil, justement, je te retourne à la question, Cassandra, est-ce que toi, dans ton master, tu as les deux, tu as aussi la pratique, mais aussi la théorie, tu as les deux? Oui, on a beaucoup les deux. J'ai eu la chance d'avoir une licence où on s'intéressait beaucoup aux travaux pratiques, donc il y avait déjà pas mal d'heures. Et donc cette année, on a l'occasion de faire un stage de 44 jours ouvrés, donc en fin de semestre 2. Et on a aussi pas mal de TP. Donc en l'occurrence, là, j'ai fait 2 semaines de TP entières. Et le cours était que sur ces heures de TP. Et donc, quand vous êtes en TP, vous êtes beaucoup moins d'élèves que quand vous êtes en cours traditionnel, en cours théorique, non? C'est ça. Alors en général, on doit être une douzaine dans la salle. Donc c'est assez pratique pour avoir plus de temps avec le professeur, bien comprendre les notions. Ça marche. Et toi, justement, Dimitri, comment ça se passe, les cours? Il y a pas mal de pratiques, de théories, comment ça se passe? Ouais, bah, ça dépend pas mal des cours. Il y a des cours qui sont vraiment très encore avec beaucoup de maths, assez théoriques. Et bon, bah là, dans ce cas-là, les applications, c'est faire des exercices de maths. Mais il y a des cours qui sont beaucoup plus pratiques. Par exemple, dans mon école, il y a un département ville, environnement et transport, où dans ce cas-là, ils font de l'urbanisme, ils font de la gestion hydrique, etc., etc. Donc il y a à la fois ce côté très pratique et très théorie aussi. Et si je me trompe pas, Dimitri, tu es actuellement chercheur stagiaire pour EDF, c'est ça? Ouais, alors en fait, je viens de. Mon stage s'est fini en décembre, et là je fais un autre stage. En fait, ce que je fais, c'est que entre mon avant-dernière et ma dernière année d'école, je prends une année de césure pour faire 2 stages de 6 mois. On est beaucoup à faire ça dans la promo. Et du coup, ouais, le premier stage était à EDF. Du coup, le premier stage c'était un petit peu faire ce qu'on appelle un état de l'art, c'est-à-dire voir ce qui se fait, quel est l'état des connaissances sur le frottement dans le fond de l'eau pour les rivières. Et voilà, c'était super intéressant. Voilà. Et là maintenant, je vérifie que des simulations de mécanique des fluides sont bien pour une entreprise qui s'appelle BAW à Karlsruhe, qui gère un peu les voies navigables. Voilà. Et justement, toi, je pense que tu le conseilles quand même d'avoir cette notion de l'entreprise et d'aller sur le terrain, de faire cette année de césure, tu le conseilles à tout le monde. Ah ouais, l'année de césure, en fait, c'est bien parce que ça permet de mettre vraiment en application ce qu'on apprend. Et ça permet aussi de rentrer dans l'entreprise, de gagner de l'expérience. Voilà, vraiment, je le conseillerais fortement. Et toi, pareil, Samuel, comment ça se passe la mise en pratique avec les entreprises? Tu as des stages, il y a possibilité de faire en alternance dans ton école ou comment ça se passe? Alors, du coup, on a pas mal de relations avec du coup, le monde professionnel. Donc, il faut savoir qu'en première année, donc, cycle ingénieur, c'est 3 ans. Donc, après, soit une prépa, soit un DUT, ou un BUT maintenant. En première année, on a obligatoire ou pas, en fonction de où on vient, un stage de 1 à 2 mois. Ensuite, en deuxième année, on a 3-4 mois. Et en dernière année, donc là où je suis, j'ai un stage de 6 mois à réaliser.
donc pour découvrir le monde professionnel à travers les expériences que l'on va tous développer et qui seront toutes différentes, qui est super intéressant. Et en parallèle, on a aussi en gros ce qu'ils appellent des projets industriels qu'on a donc en 4e et en 5e année, donc en 2e et 3e année si on prend le cycle. Et donc là, c'est des projets qui ont lieu toute l'année, avec toute l'année avec des élèves. Donc on est des groupes de 4-5 étudiants. Et donc on travaille avec un industriel sur des problématiques qu'il peut avoir. Donc par exemple, l'année dernière, je travaillais sur des traitements sur charbon actif, essayer de développer c'était un peu en mode recherche R&D sur les pollutions avec les traitements en charbon actif. Et là, cette année, je suis sur un projet, on est sur une installation donc de stockage de déchets non dangereux. Et donc, on est en train de caractériser leur lixivia, donc c'est les jus qui percolent des déchets qui ont été enfouis et comprendre comment se dégrade le déchet et qu'est-ce que l'industriel qui exploite le site peut réaliser comme installation dessus, quoi. Donc, c'est assez vaste. On n'a pas que des cours devant un tableau avec des professeurs, quoi. Et justement, on a une première question de Sylvie qui vous concerne tous les trois. Bon, je pense que la réponse est assez évidente, mais est-ce qu'il faut être bon au collège et au lycée dans les sciences pour effectuer vos métiers et surtout vos études? Je pense un peu. Un petit peu, oui. Même beaucoup. Mais justement, je pense est-ce qu'il surtout, y a surtout plutôt... qu'être bon, je pense qu'il faut avoir de l'attrait pour Ok, ces matières. être passionné quand même. Oui. Enfin, j'anticipe peut-être un petit peu sur la suite, mais en gros, si on se demande un peu ce qu'est un ingénieur, enfin ce qu'est l'ingénierie, en fait, l'ingénierie, c'est l'application de la science pour répondre à un besoin concret, et donc, enfin, un besoin. Et donc, c'est un peu nécessaire de bien connaître et de comprendre la science, savoir ce qui se fait pour pouvoir l'appliquer, justement. Et justement, sur cette question-là, est-ce que dès le lycée, dès le collège, vous regardiez déjà les articles scientifiques? Enfin, est-ce qu'il y avait quand même un intérêt pour la science, à part d'être bon en sciences, ok, mais est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt derrière? De là à regarder des articles scientifiques, non, enfin des articles scientifiques au sens papier de journaux scientifiques revus par les pairs, pas du tout. Mais lire des bouquins, enfin, des petits bouquins genre Science et les juniors, des magazines, ça oui, assurément, quoi. Et pareil pour toi, Cassandra? Alors, maintenant que j'en lis beaucoup des articles, je lisais pas du tout ça au lycée. C'est assez, on va dire, indigeste au premier abord. C'est assez compliqué. Il faut vraiment avoir les termes. Sinon, c'est assez compliqué de suivre. Mais c'est vrai qu'en dehors de juste faire mes devoirs, forcément, il y avait un intérêt avant. Parce qu'il y avait, il y a vraiment ce côté du c'est une matière qui me plaît un peu plus que les autres et donc je vais m'en intéresser. D'ailleurs, j'ai un livre dans ma bibliothèque qui m'a vraiment plu, c'était sur le destin de l'univers. C'est bien de lire des petites choses comme ça qui sont accessibles en fait, pour voir si on a vraiment un intérêt ou si c'est juste on est bon, donc on aime bien les bonnes notes. Et pour toi, Samuel, tu avais un intérêt aussi ou pas forcément? Aussi quand même. Enfin, moi, j'ai toujours été sensibilisé depuis que je suis petit. Enfin, je viens de la campagne, donc l'environnement, etc., j'y ai toujours vécu. Donc, c'est vrai que ça m'intéressait pas mal. Et les cours que j'ai eus au lycée et au collège, notamment en sciences naturelles et en chimie, c'était des cours que j'appréciais plutôt pas mal. Et c'est vrai que rien que par les TP que j'avais au lycée, c'est ce qui m'a donné envie de continuer en DUT et de manipuler un peu plus et de comprendre vraiment dans quel monde on vit et tout, comme quoi tout est interconnecté, quoi, finalement, et qu'il faut faire attention à ce qu'on fait maintenant. Et justement, tu parles de DUT. Bon, maintenant, c'est un BUT, c'est Un transformé, BUT, mais ouais. ça t'a permis de sauter 2 années et de rentrer directement en école d'ingé à Bac+3, non? C'est ça. C'est pas vraiment sauter parce qu'en fait, c'est une voie parallèle. C'est ce qu'on Ok. appelle les concours sur titre. Donc, on arrive au même point que quelqu'un qui a fait une prépa pendant 2 ou 3 ans en fonction des parcours. Et oui, ça permet de rentrer. C'est pas les mêmes attendus, donc c'est pas les mêmes concours. C'est des concours sur titre, donc avec un dossier,
avec des notes, des rangs, etc. C'est quand même beaucoup plus soft que les concours de prépa, on va pas se mentir. Mais après, moi, de base, quand je suis parti en DUT, c'était pas pour partir en école d'ingénieur, c'était pour... parce que le DUT sur la plaquette, donc le BUT SEE, maintenant il s'appelle, Sciences de l'environnement et écotechnologie, donc m'intéressait pas mal. Et à la suite de ces 2 ans, je me suis dit, je me vois mal rentrer tout de suite dans le monde du travail, donc pourquoi pas continuer, j'avais des bonnes notes et tout ça. Et donc j'ai fait les concours sur titre, et j'ai été admis du coup à l'ENSI à Limoges. Ça marche. Parfait. Alors, on va aborder tout ça. Ah oui, pareil. Cassandra, toi, dans ton master, vous avez des stages qui sont obligatoires là pendant les 2 ans ou tu m'as dit c'est ça, 40 jours, c'est ça? Plus de 40 jours? Oui. C'est Alors, en première le ou en deuxième premier, il année n'est pas déjà? obligatoire. On a les Ok, deux, en fait. ok. Donc, le premier, celui qui est en première année, il n'est pas obligatoire, mais il est très, très fortement recommandé, justement, pour avoir cet aspect de est-ce qu'on veut faire de la recherche ou pas, déjà. Parce que il y en a beaucoup qui font des masters et qui ne veulent pas faire de recherche plus tard. Donc, et le deuxième est forcément obligatoire, par contre. Et il est aussi très important si on veut continuer une thèse. Beaucoup font le choix de aller dans un master 2 et prendre donc leur stage dans un endroit où ils veulent rester et ils continueront leur thèse de 3 ans à ce moment-là. Ça permet de gagner 6 mois en fait sur sa recherche. Et toi, justement, en parlant de thèse, quand on fait un doctorat, faut faire une thèse à la fin. C'est ça, Dimitri? Exactement. Ouais. En fait, le doctorat et la thèse, c'est pareil. Mais Ok, ça se fait, la thèse, elle se fait tout au long du doctorat. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est la même chose. Mais après, la thèse, c'est à la fois un peu des études, mais dans le sens où ça rentre dans le cursus universitaire, mais c'est un peu ton premier métier. Donc en gros, ouais, voilà. Voilà. C'est tu travailles vraiment à fond sur un sujet. Et est-ce que tu peux expliquer vulgairement du coup ce que c'est une thèse Ok. aux élèves? Ok. Alors du coup, une thèse, le principe, donc ça dure 3 ans. Donc on peut commencer à partir de bac plus 6, je crois. Euh, le principe, donc, c'est qu'il y a, donc, il y a 2 types de thèses. Il y a les thèses académiques que tu peux faire avec des instituts de recherche publics. Et tu as des thèses qui s'appellent des thèses CIFRE, qui peuvent être faites avec des industriels. Par exemple, EDF en propose, par exemple la SNCF en propose. Enfin, voilà. Généralement, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de recherche et de développement. Et c'est 3 ans sur un sujet assez spécifique où tu es encadré par généralement plusieurs encadrants de thèse qui sont des chercheurs, des chercheurs seniors, généralement, peut-être pas seniors, mais en tout cas habilités à diriger des recherches. Et voilà. Et après, ça dépend vraiment de quel sujet on fait en thèse. Mais voilà. Et justement, comment ça se passe quand tu fais une année de césure comme toi tu fais dans sa thèse? Est-ce que ça bloque vraiment ou c'est pas bloquant? Non, c'est pas bloquant. Mais après, je suis pas en thèse. En fait, j'ai fait un stage de recherche. Mais du coup, Ouais. je ferai éventuellement une thèse plus tard. Mais voilà. Mais non, mais c'est pas. La thèse, c'est apparemment, du coup, de ce que j'en sais, c'est quand même un truc où on travaille pas mal. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Parce que le but, c'est d'essayer de faire un peu avancer la science et tout. Donc voilà. Mais ça a l'air très enrichissant d'après les personnes que je côtoie. Ok, ça marche. On va regarder un petit peu dans le chat s'il y a des questions. N'hésitez pas à les donner. Touk. Alors, il y a VV qui nous demande quelle étude faut-il faire pour être chercheur en biologie génétique? Est-ce que quelqu'un a la réponse à cette question? Étant donné que je Voilà, veux faire ça plus exactement. tard, alors, commencer avec une licence de biologie. Donc ça, c'est, on va dire, le parcours traditionnel. Donc, licence de biologie, ensuite un master toujours en biologie. Donc, dans mon cas, je ne sais pas si c'est pareil partout.
Mais le master, en fait, le master de première année, il est assez généralisé. Et ensuite, c'est le master 2 qui va plus en détail. Donc, moi, je prévois de faire un master 2 spécialisé dans la génétique et donc le comportement des cellules. Et ensuite, forcément, un doctorat pour devenir chercheur. Mais sinon, après, il y a des licences qui sont un peu plus spécialisées directement en génétique. Je sais que, par exemple, Compiègne ont un très, très bon secteur de génétique. Et il y a également, on va dire, la voie des BUT. On peut rattraper sur une année de licence et poursuivre avec le master. Et justement, tu me disais qu'à partir de Master 2, tu peux te spécialiser encore plus. Et c'est quoi les différentes spécialités qui s'offrent aux élèves à partir de Master 2? Alors, il y en a vraiment énormément. Rien que dans mon master, je crois qu'il doit y avoir une dizaine de Master 2. Et j'en connais même pas les noms entiers, en fait. Il y en a vraiment énormément. Et ça dépend aussi beaucoup des universités. Donc moi, je suis à Paris-Saclay, du côté de Versailles. Et donc nous, on est plus biologie cellulaire, mais après, il y aura d'autres facs qui seront plus génétique ou je sais pas, études de la molécule, études des protéines. Il faut aussi se renseigner parce qu'il y a pas mal d'écoles différentes avec des spécialités différentes. Donc, il y a aussi ce côté-là. Mais les Master 2 sont accessibles, enfin, les descriptifs sont accessibles directement sur les sites des universités, si on veut vraiment avoir une recherche précise. Ça marche. Et j'avais aussi une question pour tous les trois. Comment ça s'est passé les admissions dans vos masters, dans vos écoles? Peut-être on va commencer par toi, Samuel. Tu as fait un concours, c'est ça, tu m'as dit? C'est ça. Après, je peux parler aussi parce que moi, je suis passé aussi par Parcoursup avant pour mon DUT, donc maintenant BUT. Donc, c'était ce que je voulais faire et c'était pas forcément simple au début, quand on arrive jeune lycéen sur Parcoursup, forcément. Et j'ai été sur liste d'attente pendant un petit moment alors que j'avais un plutôt pas trop mauvais dossier. Et donc, si j'ai quelque chose à dire aux jeunes lycéens, c'est de patienter et de prendre le temps et que, dans tous les cas, vous pourrez trouver une formation qui vous accepte et faire un truc qui vous plaît. Donc ça, c'était pour Parcoursup avec mon DUT. Et à la suite de l'obtention de mon DUT, donc c'est passé hors Parcoursup, forcément. Et c'était donc concours sur titre. Donc c'était vers mai, je crois qu'il fallait rendre l'ensemble du dossier. Début, février-mai, je sais plus. Faut regarder sur le site, ça change en fonction des années. Et donc, première étape, on envoie donc le bulletin de notes des 2 années précédentes, un CV, une lettre de motivation personnalisée forcément à la formation. On envoie tout ça par courrier. Si l'école retient notre dossier, on a un retour proposant du coup un entretien, donc une épreuve orale. À l'époque, il y avait une épreuve orale d'anglais, maintenant je suis plus sûr qu'il y en a. Et donc l'épreuve orale a lieu maintenant en visio, parce que moi je suis arrivé pendant l'époque Covid. Donc en visio. Et donc là, le jury essaye un peu de vous tester sur vos motivations, pourquoi vous voulez rejoindre l'école, quel est votre parcours, qu'est-ce qui vous intéresse, histoire de tester, voir si on a bien compris les attendus de la formation. Rien de piégeant ni rien. Et puis après, à la suite de cet entretien, on a un retour par mail, qui soit positif ou négatif, pour nous dire si on est accepté dans la formation. Ça marche. Et pour vous, peut-être toi, Cassandra, pour le master, ça s'est suivi après la licence. Tu as rempli la plateforme Mon Master ou pas du tout? Oui, c'est ça. Première année de mon master également. On teste toutes les plateformes. Donc oui, c'était assez... Alors, ça a été un peu piège, on va dire. Donc, il faut bien lire, bien regarder toutes les petites cases, toutes les petites descriptions. Donc, en gros, on va avoir une plateforme, donc un profil à remplir global qui est commun à tous les masters qu'on veut postuler. Et ensuite, on va avoir une fiche à remplir individuellement pour chaque master. Donc, avec des questions, pourquoi on veut faire ce master, qu'est-ce qui nous intéresse, est-ce qu'on veut faire une thèse plus tard, ce genre de questions. Forcément, il faut aussi donner les relevés de notes qu'on a.
bien faire attention qu'on valide bien nos vœux en temps et en heure, bien entendu. Donc, mon master, c'est un peu comme Parcoursup, en gros. Tu dois faire des vœux, tu dois faire tes lettres de C'est motivation. ça, ouais. Et oui, c'est tout pareil. Et justement, pour reparler de Parcoursup, quand tu as demandé tes licences, tu en as demandé plusieurs ou comment ça s'est passé? Alors, j'en ai demandé plusieurs. On nous avait vraiment dit, en tout cas, mon année, qu'il fallait absolument mettre des tonnes de vœux, le plus possible. Je pensais même ne pas en avoir assez alors que j'en avais fait 5 ou 6. Donc j'ai demandé plusieurs licences de biologie, donc celle à Versailles, celle à Sorbonne, quelques-unes autres, toujours dans le secteur de l'Île-de-France. J'ai aussi demandé quelques classes préparatoires, mais j'avoue ne pas avoir attendu de sortir la liste d'attente avant de valider mon choix. Parce que, ouais, on en avait parlé ensemble, mais voilà, une fois que tu as été prise, tu as validé direct. Oui, mais je n'avais pas attendu. J'ai vu mon premier vœu accepté. J'ai fait, bon, ça me plaisait de toute manière, donc allons-y. Et toi, Dimitri, comment s'est passé le dossier d'admission? Est-ce que tu as dû remplir un dossier ou ça s'est fait avec les notes? Non? En fait, donc l'intégration de l'école, enfin, des écoles d'ingénieurs se fait sur concours quand on fait prépa. Donc en gros, à la base, la prépa dure 2 ans et en gros, à partir de avril, donc c'est les écrits qui commencent. Donc en gros, il y a différentes banques de concours qui permettent d'accéder à chacune une série d'écoles. Et donc chaque concours a ses épreuves écrites. Toutes les épreuves écrites de chaque concours durent une semaine. Donc, vous avez première semaine tel concours, deuxième semaine tel concours, etc. Donc ça dure un mois. Ensuite, pendant la correction des écrits, on commence à préparer des oraux qu'on va ensuite passer dans. On fait pas le tour de France de chaque école, mais du coup, pareil, on les passe par concours. Donc, c'est des oraux de maths, de physique, de français, d'anglais. Et voilà. Et ensuite, après, grâce à ces écrits et ces oraux, il y a un classement qui est fait. Et à partir de ce classement, le premier arrivé, premier servi, quoi. Et j'avais aussi une question, est-ce que c'est les classes prépa qui t'envoient et qui envoient les élèves dans certains concours ou tu peux demander tous les concours que tu veux? Alors, tu peux demander tous les concours que tu veux, sauf que déjà, il y a eu juste une limite pécuniaire parce que c'est pas gratuit les concours. Après, il y a aussi un côté fatigue. Parce que si jamais le concours qu'on veut absolument, il est en dernière semaine et qu'on se dit, on va faire tous les concours, enfin, on va passer tous les écrits juste avant, on risque d'être complètement crevé. Et après, il y a les concours où nos profs sont à même de nous dire si on a le niveau de les passer ou pas, quoi. Par exemple, si vous êtes premier de votre classe à Ginette, en classe étoile, qui sont les classes plus, ça ne sert à rien de passer des concours qui sont assez simples. Voilà. Enfin, après, et du coup, c'est un peu un compromis à trouver entre passer suffisamment de concours pour être sûr d'avoir une école malgré tout, mais en même temps, pas trop se flinguer, quoi. Et toi, tu te souviens à peu près combien tu avais passé de concours pour entrer dans ton école alors, j'avais passé le concours 1000 ponts pour intégrer les ponts, forcément. J'avais passé le concours central et j'avais passé le concours CCINP, je pense que ça s'appelle comme ça, je crois. Et voilà. Ouais. Ouais, voilà. C'était le 3. J'avais pas été admissible, en gros, j'avais pas été pris à la suite des écrits de centrale. Donc, à l'oral, j'étais juste au concours MIPON et à CCP. Et voilà. Et tu as des conseils justement à donner aux élèves qui nous regardent pour être pris aux euros plus facilement ou faut travailler? Ouais, il faut travailler. En gros, c'est un peu ça. Faut essayer de travailler efficacement et tout. Mais et ça sert à rien de se mettre bille en tête qu'il faut être meilleur que les autres et tout. Le but en prépa, c'est pas de marcher sur les autres. Le but, c'est d'y arriver tous ensemble. Et voilà. Bon, je suppose qu'on aura peut-être l'occasion de revenir un petit peu sur la prépa. Et voilà. Mais le but, c'est de monter, c'est de progresser tous ensemble, quoi. Il y a Mathilde qui nous pose une question dans le chat.
Est-ce qu'il y a différents types d'ingénieurs? Je pense que vous avez la réponse, évidemment. Oui. Je sais pas qui veut Évidemment. répondre entre tous les deux. Comme tu veux. Après, oui, du coup, il y a plusieurs types d'ingénieurs. Déjà, en fonction de l'école d'ingénieur où on va, on ne ressortira pas avec la même formation, forcément. Donc, chaque école est différente, que ce soit sur le top 3 du classement ou plus en milieu. Et puis après, c'est surtout entre les écoles plus généralistes et les écoles un peu plus spécialisées. Donc concrètement, moi, après mon DUT, j'aurais pu faire une prépa ATS pour potentiellement candidater dans d'autres écoles d'ingénieurs. Mais c'était vraiment celle spécialisée autour de la thématique de l'eau et de l'environnement qui m'intéressait. Donc j'ai passé les concours que pour celle-là, quoi. Et justement, si on reparle un petit peu des concours, est-ce que tu as des conseils, toi, plutôt sur l'oral? Est-ce que tu as des conseils à donner? Est-ce qu'il faut être juste soi-même ou qu'est-ce qui se passe à l'oral déjà? Il juge que la motivation ou tu as quand même des questions de connaissances? Non, il y a quand même des questions de connaissances. Ok. Je sais plus, on va demander le cycle de l'azote ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et j'avais dû me souvenir de mes cours de microbiologie ou je sais plus. Donc non, ils testent un peu quand même tes connaissances, de savoir d'où tu viens et de quel est ton parcours. Après, ce que je conseille, c'est surtout de lire et de comprendre l'intitulé de formation. Parce que si tu comprends pas déjà pourquoi tu postules et les matières que tu vas avoir, déjà l'entretien il commence un peu mal. Donc de bien comprendre l'école, sa dynamique, qu'est-ce qu'on y fait, est-ce qu'il y a d'autres spécialités, et pas que regarder celle où tu veux aller. S'intéresser aussi, je pense, au milieu un peu autre des études, donc un peu associatif. C'est toujours intéressant de voir que l'étudiant, il est intéressé par la formation, mais qu'il a vu qu'il y avait aussi, par exemple, je sais pas, un bureau des sports, un bureau des étudiants, des animations extérieures, etc. Et puis, après, d'être souriant et d'être soi-même, je pense que c'est un bon conseil. Pareil, Dimitri, pour tes oraux, pour tes entretiens que tu avais passés, tu donnes les mêmes conseils? Je crois qu'on a perdu la connexion avec Dimitri. On va essayer de le retrouver. Ouais. C'est pas grave. On va enchaîner avec une autre question. Du coup, pour tous les deux, quels sont les niveaux de langue qu'il faut avoir? Est-ce qu'il faut être forcément bon en anglais pour rejoindre nos études? Je pense que oui, quand même. Alors oui, il y a une très grande partie qui se passe en anglais. Pour faire simple, en fait, tout ce qui est recherche est publié en anglais. Donc si on veut lire des articles, ça sera en anglais. Alors, on peut toujours essayer de les traduire avec des applications, mais le sens ne sera pas forcément le même et il y a des termes assez spécifiques en fonction de la thématique. Et ouais, c'est important. Surtout que ça va être plus de l'anglais scientifique, qui est pas tout à fait la même chose qu'apprendre de l'anglais. Donc voilà, il faut s'y connaître dans son milieu en tout cas. Puis de toute façon, ça s'apprend sur le tas un petit peu, on va dire. Et justement, vous avez quand même des cours d'anglais plus spécifiques aux sciences, avec du vocabulaire plus spécifique aux sciences, ou il faut l'apprendre par soi-même en lisant Ça sera, on va dire, un peu moitié-moitié. On a beaucoup d'anglais, on va dire, basique qu'on a pu avoir en tout cas pour ma part. J'ai eu plus de cours d'anglais comme au lycée que des cours d'anglais scientifiques. Parce qu'en général, ce sont des professeurs d'anglais et pas des professeurs de sciences qui font en anglais. Après, ça se spécialise plus à partir de la 3e année de licence, je dirais. Où, par exemple, là, dans quelques semaines, je vais faire une UE d'anglais scientifique pour le coup. Donc, mais c'est vrai qu'on apprend plus en lisant soi-même. Et j'avais aussi du coup une question pour toi, Samuel. Pareil, si on parle des langues, il y a Mathilde qui nous demande est-ce qu'il y a d'autres langues que l'anglais dans votre métier, mais c'est l'anglais qui est le plus important, non? Alors oui, l'anglais, c'est le plus important, même si nous, déjà, l'obtention de notre diplôme, il est conditionné par notre anglais. C'est-à-dire que si on n'a pas le TOEIC, donc c'est un certificat, avec un certain nombre de points. Par exemple, moi, mon école d'ingénieur, c'est 785 points.
sans ce score TOEIC, on ne peut pas avoir le diplôme à la fin. Donc c'est un peu... déjà, il faut avoir un bon niveau à l'oral et à l'écrit. Donc grammaire comme écoute. Après, moi, il y a une LV2 qui est obligatoire les 2 premières années. Donc ça peut être de l'espagnol, du russe, du chinois, de l'italien, il y a plein de langues. Mais bon, après, sauf si on part dans un pays étranger plus hispanique, c'est quand même l'anglais qui est le plus utilisé. Donc dans le monde du travail, je pense en ingénierie, il faut quand même savoir un peu utiliser l'anglais. Même si je ne suis pas le meilleur du tout dans cette thématique. Donc, on va essayer voilà. de se reconnecter avec Dimitri. Est-ce que tu m'entends mieux, Dimitri? Tu m'entends toujours pas? Ouais, je vous entends, mais je suis pas sûr que pourquoi j'ai pas trop de connexion. Enfin, j'ai un souci de Wi-Fi. Ça va beaucoup mieux. Okay. En tout cas, là, on t'entend déjà. Parce que j'avais une petite question justement de Verhand qui nous demande quelles études niveau Bac+2 existent-ils pour faire de l'environnement, et l'anglais est important, mais l'anglais, on en a déjà parlé, mais est-ce que dans l'environnement, on peut faire directement juste un Bac+2? Est-ce qu'il y a déjà des prépas qui existent spécialisés dans l'environnement? Prépa, je suis pas sûr. Mais Bac+2, oui, forcément, BTS. Et alors, anciennement coup, DUT, devenu BUT. Je sais, je peux pas trop répondre. Ça a du mal à passer avec Dimitri. Je vais essayer de me déconnecter, me reconnecter. Là, on t'entend bien, c'est vraiment par moment. Bon, et du coup, Samuel, ouais, tu disais qu'il y a des BTS qui existaient pour le coup. C'est ça. En fait, tout dépend de ce qu'on entend par environnement déjà, parce que l'environnement, c'est un mot qui est très large. Et je pense que si vous cherchez sur Internet, environnement, c'est très très large. Donc ça peut être très bien, par exemple, de la gestion des milieux naturels, comme de la gestion des déchets, de la gestion des pollutions, de la gestion de l'environnement, des rivières, etc. Donc il y a des BTS, métiers de la protection de la nature, qui existent. Après, il faut faire attention parce que du coup, la poursuite d'études est forcément très très restrictive dans ce domaine-là. On ne peut pas partir dans toutes les études après ça. Moi, par exemple, le BUT que j'ai fait, donc maintenant c'est en 3 ans. Sciences écologie et sciences de l'environnement et écotechnologie, c'est donc on a une partie un peu naturaliste, donc physiologie végétale, environnement, écologie, un peu de chimie, pas mal de chimie quand même, donc traitement des pollutions, un peu de physique, du traitement de l'eau, du traitement de l'air, du traitement des déchets. Et puis après, on peut continuer ou s'arrêter et devenir technicien supérieur et travailler dans des laboratoires, sur le terrain, dans des bureaux d'études, etc. On va essayer de se reconnecter avec Dimitri, voir si on entend son son. Peut-être Dimitri, coupe la caméra et juste mets ton micro. Ça marchera peut-être mieux. Ouais, je vais essayer. Nickel. Et pour répondre aux questions du chat, il y a plein de questions sur l'aéronautique. Ça arrive juste après dans la thématique à 19h30. Donc restez bien jusqu'à 19h30, on parlera de l'aéronautique. Donc on abordera ça juste après. Est-ce que Dimitri, tu nous entends mieux comme ça? Ouais, alors là, je vous entends mieux, c'est parfait. Du coup, pour répondre à la question moi, nous, on t'entend aussi. Ok. Du coup, pour répondre à la question sur les études niveau Bac+2 dans l'environnement, alors honnêtement, je ne peux pas en citer des comme ça. Par contre, justement, avec Pour un réveil écologique, on a mis en place un projet qui s'appelle Pour l'emploi de demain et dont le but, c'est de répertorier une quinzaine de grands chantiers de la transition, des secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez aller travailler. Et donc il y a un site internet qui résulte pour ce projet qui s'appelle Jobs. Si vous tapez Jobs pour un réveil écologique dans votre moteur de recherche préféré, vous allez facilement trouver le site et donc vous pourrez par exemple voir que les différents chantiers, donc c'est des trucs hyper variés et que c'est beaucoup plus large que juste les sciences ou l'ingénierie. Donc là, par exemple, il y a transition agroécologique, il y a rénovation thermique des bâtiments, il y a transformation industrielle, électrification des usages, mobilité douce, minéraux et matériaux, bois et forêt, gouvernance et démocratie, santé publique, enfin bref, c'est les transformations qui sont nécessaires pour devenir
pour qu'on devienne un monde plus durable, sont répertoriés. En tout cas, il y a pas mal d'idées sur ce site-là. Et voilà, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Voilà. Et on avait aussi une autre question voilà, qui est plus globale. Tous les trois, qu'est-ce que vous conseillez, s'il y a des lycéens qui nous regardent, de choisir comme spécialité? Parce que maintenant, c'est un bac à spécialité. Est-ce qu'il faut faire vraiment la triptyque scientifique, maths, SVT, physique pour aller dans vos voies ou pas forcément? Parce que par exemple, l'anglais, est-ce que ça peut rentrer dans nos spécialités? Je pense que ça peut être intéressant. Je sais pas si toi, Samuel, tu veux. Alors, moi, j'ai passé le bac S. J'étais la dernière avant le Covid à avoir le vrai bac S sur table. Et maintenant, je conseille quand même, si vous voulez vous orienter vers une filière scientifique, que ça soit en santé, en environnement, en ingénierie ou autre, de garder quand même une dominante physique, maths, SVT. Après, tout dépend du parcours dans lequel vous voulez vous orienter. Après, l'anglais, je crois que c'est toujours dans le cursus global du lycée, donc ça se rattrape, c'est une langue vivante, donc je pense que ça se rattrape plus que des connaissances en physique ou en maths que l'on n'a pas, quoi. Moi, je conseillerais quand même de garder ces 3 dominantes et puis d'enlever en terminale celle qui vous servira un peu le moins, même si c'est pas beau de dire ça, mais pour vos études sup. Et on va essayer de voir si ça marche. Magnifique. On va partager un petit peu tes photos que tu nous avais envoyées, Ouais. Samuel. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces photos rapidement, ce que c'est? Il y a des choses très pratiques, je vois. Il y a des photos de toi, Là, il y a des photos de cours. Ça y est, un peu de tout. Donc là, vous pouvez déjà voir magnifique laboratoire de microbiologie. On fait un peu de microbiologie encore, même en école d'ingénieur. Donc ça, c'est le genre de laboratoire dans lequel on pratique pour nos travaux, pour les TP. Après, là, en rivière, on a des TP en rivière, donc tout ce qui est débimétrie, indice biologie, etc. Donc savoir les qualités des rivières. Donc ça, c'est une petite partie aussi. Et puis là, les autres photos, c'est donc on va sur des stations d'épuration, on fait des bilans, voir si la station fonctionne correctement ou pas. Et après, les autres photos qu'on a, c'est durant mon stage. Donc j'ai fait un stage en hydraulique urbaine. Donc j'ai été amené à me déplacer un peu partout, que ce soit donc à côté des ponts, pour regarder dans des regards, donc des tampons, voir si tout se passait bien en termes d'eau usée, ou même dans des châteaux d'eau, et donc monter sur le toit des châteaux d'eau et autres. Et puis même voir des vaches, des fois, on voit pas mal, si vous aimez bouger, c'est vraiment des métiers sympas, on reste pas que dans le bureau. Donc, ouais, on voit que c'est quand même très, très pratique comme métier. Il y a beaucoup de pratique et c'est ça aussi qui est bien, je pense. Après, quand on devient, par exemple, ingénieur en bureau d'études, on fait quand même un peu moins de bureau parce que un ingénieur coûte plus cher à faire déplacer sur le terrain qu'un technicien. Mais dans la formation, on a quand même pas mal de terrain et c'est quand même appréciable. Parfait. Et j'avais justement une question pour toi, Cassandra. Il y a, hop, je te l'affiche là, Louis Nosor qui nous demande quels sont les points positifs et négatifs de l'université. Je pense que tu es la mieux placée pour y répondre. Qu'est-ce que tu trouves bien et qu'est-ce que tu trouves moins bien à l'université? Alors, il y a déjà quelque chose qui rentre un peu dans les deux, ça dépend de comment on se sent nous. Il faut être incroyablement indépendant parce qu'on va pas avoir de professeurs qui vont nous suivre à la trace. Oh bah mince, t'as pas rendu ce travail, ou mince, t'as pas fait tes devoirs, ou des choses comme ça. Il faut vraiment se créer un emploi du temps, s'allouer du temps pour chaque matière. Et quand on rentre, en fait, c'est pas la fin. C'est absolument pas la fin, en fait. Quand on rentre chez soi, faut continuer de travailler. Alors, je sais qu'en licence, j'avais pas beaucoup de cours avec les professeurs en présentiel. Mais par contre, j'avais beaucoup, beaucoup d'heures à la maison, justement, pour pouvoir travailler mes cours, parce qu'on nous donne des diapositives et c'est allez-y, prenez des notes, retranscrivez, un peu débrouillez-vous, quoi, parce que ça, en fait, ça permet de voir qui veut vraiment s'impliquer, qui est capable de prendre en note toutes ces connaissances. C'est un monde très ouvert, je trouve. Parce qu'on peut voir pas mal de monde, en fait. On est vraiment beaucoup en licence.
Je pense qu'on était, rien que dans ma licence en biologie, on était 100, 150. Donc, quand on se retrouve en amphithéâtre à 100 ou 150, bah, ça en fait du monde. Hein. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi de la foule, pour le coup. Donc, oui, l'indépendance, c'est un point négatif et un point positif pour celui qui veut, en fait. Et justement, sur cette question-là, on va y revenir juste après sur les autres points, mais sur ce point d'indépendance, est-ce que en école d'ingé, donc Dimitri ou Samuel, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on est mieux accompagné par les professeurs ou pas forcément plus qu'en fac? Pas à la fac, c'est compliqué de répondre. Ouais, d'avoir. Vas-y, du coup, Mais vous êtes quand même moins nombreux par classe, non? Bah, alors, dans mon cadre, moi, en spécialité, on est 50, mais il y a 5 spécialités. Donc, au début, on est quand même pas mal. Mais c'est quand même beaucoup plus personnalisé. C'est-à-dire que les profs connaissent nos noms, enfin, les profs de spécialité connaissent tous nos noms, nos parcours, qui on est, etc. Donc, c'est un peu plus suivi. Enfin, moi-même en DUT, j'avais besoin d'être un peu plus suivi que d'être lâché comme ça. Même si je travaillais quand même, mais c'est toujours plus agréable, je trouvais, d'être en plus petite promo, quoi. Après, c'est chacun son parcours, donc c'est ça qui est cool aussi avec ces rencontres. Et après, Cassandra, vos professeurs de TD, vous êtes moins nombreux, connaissent peut-être plus vos parcours que vos professeurs d'amphi, non? Bah non, pas trop en fait. C'est assez perturbant parce qu'on vous voit, il n'y a pas de prénom en fait. Les professeurs de TD, en fait, c'est les mêmes partout. C'est juste que nos TD sont pas à la même heure. Donc, ils ont quand même 150 élèves, en fait. Ils essaient, c'est gentil, mais la plupart du temps, ils se trompent de prénom. Donc, c'est à partir de la L3, de la 3e année, qu'on va commencer plus à créer des liens avec les professeurs. Ah oui, je tenais à dire aussi que le réseau, en tout cas en biologie, c'est très important. C'est pas du pistonnage, c'est se créer un réseau, avoir des bonnes relations, faire un travail convenable et qu'il soit reconnu. Voilà, je précise quand même parce qu'on confond souvent les choses. Ouais, c'est intéressant. Et justement, sur la vie étudiante en elle-même, est-ce que à l'université, c'est pas plus compliqué de se faire des amis? C'est des questions très concrètes, mais qui sont hyper importantes aussi, dont on parle pas assez quand on est au lycée. Est-ce que c'est plus dur de se faire des amis quand on est à l'université, vu qu'on est plus nombreux dans les classes? Comment tu l'as ressenti toi, Cassandra? Alors moi, ça va être un peu compliqué aussi d'en parler parce que j'ai eu le Covid en début de licence. Donc ça a été un peu compliqué, c'était beaucoup du distanciel. Mais c'est vrai que on peut se retrouver un peu seul finalement, même si on est beaucoup. Mais quand on se retrouve en TD, en fait, on va avoir cette notion de petite classe, en fait, et on va lier des amitiés qui vont ou pas rester le temps du semestre. Et on va des fois retrouver des gens en licence, des gens en master qu'on avait en licence. Et là, c'est plus ou moins la famille, quoi. On se revoit tous les jours. On s'est suivis pendant presque 4 ans. C'est vraiment... ça fait le tri. Et justement, sur ces questions-là, on a une super question de Eulalie qui nous demande, ça va être une bonne comparaison de comparer les écoles d'ingé et la fac. Est-ce que l'ambiance, elle est plutôt à l'entraide ou à la compétition? Je sais pas, en école d'ingé, comment ça se passe? Vous pouvez nous donner un peu votre ressenti, Dimitri et Samuel? Du coup, moi, j'ai pas du tout l'impression. Enfin, en prépa, comme je le disais, le truc, c'est plutôt d'essayer de s'entraider que de se tirer dans les pattes. Et en école, comme il y a beaucoup moins de pression, on garde un peu cet esprit-là, forcément. Et puis, en école, il n'y a pas vraiment de compétition. Quasiment personne. C'est pas un concours, quoi. Il n'y a pas un classement. Il n'y a pas un classement à la fin. Donc voilà, je dirais plus à l'entraide en école. Pareil pour toi, Samuel, tu rejoins. Oui, forcément. Peut-être qu'il y a un peu plus de pression, je pense, pendant les classes préparatoires, sans dire le mot compétition. Mais c'est vrai qu'en école d'ingénieur, moi, j'ai jamais ressenti de l'animosité. C'est plus de l'entraide qu'autre chose. Et du coup, Cassandra, comment ça se passe à la fac? Parce que c'est vrai que cette question-là de la compétition, elle est peut-être là, non? Comment ça se passe?
Alors, ça dépend un peu, on va dire, parce que il y en a certains qui sont là pour rejoindre en fait les études de médecine. Donc eux, ils veulent les bonnes notes, en fait, ils restent dans leur coin et ils vont vraiment foncer. Mais sinon, c'est plutôt cool, on va dire. On ressent pas trop la pression pendant les 3 premières années. En master, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on se dit que on se rapproche un peu plus du doctorat, on a besoin de financement, donc il faut avoir un très très bon dossier. On va dire que c'est un peu de la compétition amicale. Il y a toujours ce lien avec les autres étudiants. Et justement, j'avais une petite question un peu plus légère. Est-ce que chacun d'entre vous, est-ce que vous avez une anecdote à nous partager qui vous a marqué? Ça peut être pendant un projet qui vous a marqué et que vous aimeriez bien partager avec nous. Alors, C'est pas une question qui est simple, je le sais. Non, effectivement. une anecdote forcément donc en rapport avec nos études. Ouais, Mm. pas forcément. Enfin, Bah, si, ouais, dans le temps de Par tes exemple, études ou dans ton stage. ouais, cette année, du coup, je travaille en projet donc avec un centre d'enfouissement des déchets. Et c'est assez impressionnant en fait de voir la quantité de déchets qu'on enfouit et qu'on ne sait pas traiter parce que ça arrive comme ça et puis donc ça fait prendre aussi conscience de certaines choses et c'est pas toujours agréable, mais c'était assez impressionnant quand on a vu tout ça, quoi. Après, sinon il y a plein d'anecdotes, enfin je pourrais pas toutes les citer, mais au sein de la vie associative de l'école, et cetera, les soirées, les TP dans la rivière où il y en a certains qui tombent dans l'eau, et cetera. Bref, enfin il y a plein de trucs drôles. Et toi, Dimitri, t'as une anecdote à nous partager ce soir? Ouais, enfin, en gros, j'étais en prépa et moi, vraiment, enfin, je suis allé faire une école d'ingé généraliste parce que la chimie et tout ce qui était travaux pratiques, je supportais pas ça. Et un jour, en TP de chimie, donc le prof, au début, donc on manipulait des produits un peu dangereux. Et le prof, au début, il nous a dit vraiment, ouais, vraiment, aujourd'hui, faites attention et tout. Je veux absolument, enfin, faites super attention, on manipule de l'acide chlorhydrique, machin. Et premier truc à faire, donc faut juste mettre quelques gouttes d'un truc dans un bécher. Et en fait, on s'est trompé de substance et du coup, on n'avait pas ce qu'il fallait obtenir. Et donc, forcément, le prof n'était pas content. Donc, on s'est pas mal fait sermonner, mon, enfin, mon copain de TP et moi. En plus, il a essayé de me remettre la faute dessus, donc, alors que c'était lui qui avait versé le truc. Enfin, bref, voilà. C'est assez rigolo quoi, quand j'y repense. Et toi, Cassandra, une anecdote à partager que tu as vécu en cours, en licence ou en master? Alors, donc, quand je disais que c'est un peu la famille, j'ai une camarade, je fais mes TP avec elle depuis maintenant 1 an et demi, tous les TP, sans exception. Et on change de site, on va sur Orsay. Et j'y suis jamais allée, moi, je connais pas du tout. Et j'ai réussi à lui adresser la bonne adresse, à l'orienter convenablement, même lui dire le bâtiment, etc., tout en moi me trompant de campus et allant sur le vieux campus qui est à plus de 20 minutes de marche. Donc, très belle entrée en matière pour la nouvelle UE. Et justement, Cassandra, il y avait une question pour toi, hop, qui va s'afficher de Aurel. Quelle école de biologie tu conseilles en région parisienne? Toi, déjà, ton master est en région Alors, parisienne, je crois bien. oui, c'est ça, je suis donc dans les Yvelines actuellement. Donc, je suis sur l'université Paris-Saclay, donc c'est vraiment énorme. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'universités. Donc, je suis plus sur le site de Versailles, moi. Donc, il y a une licence de biologie à Versailles, à Évry, à Orsay, du coup. Il y a aussi Sorbonne, qui est très réputée pour leur secteur de biologie. Donc, ça va être... Moi, je connais plus les licences pour le coup. Tout ce qui est école... de toute façon, tout ce qui est école d'ingénieur ou BUT, je m'y connais beaucoup moins. Mais il y a, je sais plus comment il s'appelle maintenant, c'était Paris Descartes qui a fusionné avec Diderot.
Je crois que c'est l'université de Paris maintenant, en fait, qui est aussi pas mal. De toute façon, tout se trouve sur Parcoursup, je pense, facilement. Ouais. Ça marche, nickel, merci beaucoup pour la réponse. Et j'avais une petite dernière question pour tous les trois, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'heure, c'est passé très très vite. Merci en tout cas à tous les trois. Une dernière question. Pendant ce temps, n'hésitez pas dans le chat si vous avez d'autres questions à les mettre dans les commentaires. Dernière question, est-ce que vous avez un mot de fin, chacun votre tour, à faire passer aux étudiants qui pourraient être intéressés par la thématique des sciences ou de l'environnement? Donc n'hésitez pas. Est-ce que tu veux commencer, Dimitri, peut-être par un petit mot de fin adressé à tous les jeunes qui nous regardent là sur ce live aujourd'hui? Ouais. Déjà, pour faire l'environnement, il n'y a pas forcément besoin de faire des sciences, comme je le disais avant. Et que faire de l'environnement, c'est super important pour beaucoup de raisons. Enfin, ça ne sert à rien de les rappeler ici, mais c'est important. Et voilà, battez-vous pour votre avenir. Enfin, on se bat tous ensemble. Et voilà. C'est la lutte qui continue. Voilà. Exactement. Et toi, Cassandra, un petit mot de fin à faire passer aux jeunes qui nous regardent? J'avoue que ça va beaucoup rejoindre ce qu'a dit Dimitri. Si vous avez un métier de rêve, honnêtement, gardez-le en tête parce que ça va être des périodes un peu compliquées par moment et il faut vraiment le garder en tête, vous dire c'est mon but, il faut que je l'atteigne et il faut que je donne tout ce que je peux en fait. Et si vous ne savez pas, malheureusement, si vous n'êtes pas encore sûr, être bon partout, ça aide beaucoup. Donc s'ouvrir le maximum de portes en fait. Et toi, pour terminer cette question, Samuel, quel est ton avis là-dessus? Déjà, je dirais d'être curieux, d'avoir envie de découvrir de nouvelles choses. Pas forcément. Parfois, les sciences, ça fait un peu peur, le mot science, tout ce que ça engendre. Et d'apprendre à découvrir comment le monde fonctionne autour de nous à travers du coup, les sciences, c'est super intéressant. Et moi, j'encourage tous les lycéens actuels qui sont un minimum intéressés par un peu l'environnement et les sciences à s'orienter vers ces domaines qui sont vachement intéressants et qui vont être de plus en plus porteurs à l'avenir. Et ça serait mon dernier conseil. Et justement, sur cette question de l'avenir, la thématique des sciences et la thématique de l'environnement en plus, c'est des métiers d'avenir et ça, il ne faut pas l'oublier. Si on se tourne dans ces études maintenant, c'est quasiment sûr qu'on aura du travail plus tard. Il n'y a pas de chômage. Enfin, je ne sais plus combien il est, nous, le pourcentage d'employabilité à la sortie, mais on est à 95%, je crois, au bout de 6 mois. Et j'ajoute que inversement, aller dans des métiers polluants, c'est même pas rentable parce que c'est des métiers qui vont disparaître parce que des énergies fossiles, on n'en a qu'une quantité finie sur Terre, donc de toute façon, ça prendra une fin quoi qu'il arrive. Donc justement, autant se tourner vers des métiers pour la transition. Et justement, on le rappelle, tu fais partie de Pour un réveil écologique. Est-ce qu'on peut rappeler bien ce que c'est avant, à la fin de ce live? Donc ça regroupe des entreprises, des étudiants, c'est ça? Du coup, on essaye de faire bouger des étudiants des formations et des entreprises. Mais nous, à la base, on est plus des étudiantes et jeunes diplômés. Ok, ça marche. Et donc, tout le monde peut rejoindre ce mouvement ou c'est que étudiants et jeunes diplômés? Alors, en fait, on s'est créé un peu à la suite d'un manifeste en 2018 qui avait été signé par plus de 30 000 étudiants. Mais depuis assez récemment, en fait, on ne peut plus signer le manifeste parce que ça nous faisait du travail pour rien. Donc, voilà. Si vous voulez candidater pour rentrer dans le collectif, vous pouvez envoyer un message à contact@pour-1-réveil-écologique.org où il y a l'adresse qui est sur le site internet. Et voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup, Dimitri, pour vos réponses. Merci beaucoup, Cassandra. Merci beaucoup, Samuel. J'espère que vous avez passé une bonne heure en ma compagnie, en la compagnie de ce live, de tous les élèves qui ont posé des questions hyper intéressantes. C'est passé très, très vite, en tout cas. Et j'espère vous revoir bientôt sur de nouvelles aventures et sur d'autres aventures. Toujours pour parler d'orientation, c'est hyper important. Merci encore à tous les trois.